Bonjour Emmanuel, écoute, merci de nous recevoir. Est-ce que pour rentrer un peu dans le vif du sujet, tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc, je suis Emmanuel Touboul, je suis en charge de Roland Berger Tech Ventures, Ouais. qui est la practice de levée de fonds du cabinet de conseil en strat Roland Berger. Donc, j'ai créé cette practice il y a maintenant 2 ans et demi, 2 ans et demi, Ouais. avec l'ambition de créer le lever que moi j'aurais aimé avoir quand j'étais de l'autre côté de la barrière, côté entrepreneur. Bon, tu connais déjà ma première question, mais du coup je te la pose. Avant de parler de Roland Berger Tech Venture, de ton métier, etc., de l'écosystème, la première question elle est très simple. Si tu devais monter une société comme tu l'as déjà fait, demain, est-ce que tu ferais appel à un intermédiaire pour piloter ta levée? Alors, sur le seed, je me poserai la question. Ouais. Tout dépend en fait du sujet. Si je suis sur un sujet où il y a un vrai enjeu de démonstration du marché, c'est un marché complexe, probablement. Ou si je suis le nez dans le guidon et que j'ai des gros enjeux opérationnels et que je ne suis pas suffisamment staffé, également. Mais je me poserai la question, parce qu'avant tout, ce qui va compter, c'est quand même ma capacité. En gros, c'est l'équipe, le sujet et le marché, le produit et le marché. En revanche, dès la série A, je ne me pose même pas la question, je prends un lever, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aurais plus, je pense, le recul pour avoir une analyse un peu froide de mon business et désaffectée. Et je pense que c'est nécessaire au moment où on aborde cet exercice de levée de fonds. Le deuxième, c'est que la levée de fonds, en soi, l'argent, c'est bien, mais il faut être capable de savoir exactement comment on va le déployer derrière. Et je voudrais, moi, en tant qu'entrepreneur, éviter le côté c'est bon, j'ai l'argent sur le compte, maintenant il faut 6 mois pour que je mette tout en place pour le dépenser. Donc j'ai envie de bien préparer tout pour que ce soit ensuite derrière sur des roulettes. Et enfin, j'aurais surtout besoin de gagner beaucoup de temps. Ouais. Parce que probablement à ce moment-là, j'aurais d'autres chats à fouetter si c'est un moment où je suis en forte croissance et où je suis en contrainte sur mes équipes. Ok, écoute, très clair. On va revenir un peu sur les différents J'imagine. aspects de la levée de fonds, etc. Mais peut-être pour lancer un peu le sujet, est-ce que tu peux nous décrire rapidement ton métier, sans rentrer dans les détails, mais les grandes parties de ton métier? Alors, le métier de leveur de fonds, historiquement, je pense que c'est un métier qui est hérité de la banque d'affaires, Ouais. et du M&A et du private equity. Donc, c'est un métier de process et de deal making. Avant, on appelait ça des hommes d'affaires. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, plus on descend dans le bas, quand tu commences à arriver sur des ventures, ça s'appelle leveur de fonds. Donc concrètement, mon métier, c'est quoi? C'est identifier des startups qui ont un besoin d'accompagnement pour lever des fonds, les convaincre que je suis la bonne personne pour les aider, moi me convaincre que c'est une startup que, un, j'ai envie d'aider, deux, qui va pouvoir lever des fonds et à qui je vais pouvoir apporter une plus-value. Ensuite, les sécuriser et leur faire signer un mandat. Une fois que le mandat est signé, on a une relation qui est particulière puisqu'on a une relation qui est quasiment de partenaire, parce que s'ils lèvent des fonds, je suis rémunéré, si ça ne lève pas à pas. Et de la même manière, si moi je suis mauvais, ça va avoir un énorme impact sur le business, et si je suis bon, l'inverse. Donc on est vraiment normalement complètement alignés. À partir de là, en fait, il y a une première phase qui va être de construire la documentation à destination des investisseurs et de préparer l'entrepreneur et la société pour la future levée de fonds. Donc concrètement, c'est quoi? C'est constituer une présentation de la société, un deck, plus toutes les annexes, les analyses en gros complémentaires. Ouais. Le business plan, revoir le business plan, le reconstruire selon les cas, qui doit refléter la structure du marché et du modèle économique de la société. Préparer le Q&A, donc en gros préparer l'entrepreneur aux questions qui vont lui être posées pour qu'il ne soit pas surpris et qu'il ait commencé à réfléchir à toutes les réponses qu'il va pouvoir apporter à ces questions. Et évidemment structurer toute la data room, donc l'ensemble des données nécessaires à un investisseur pour aller plus loin dans l'analyse du dossier. Ok. Est-ce que tu considères qu'il y a des typologies d'entrepreneurs, non pas des typologies de business, mais des typologies d'entrepreneurs qui ont plus besoin que d'autres de se faire accompagner? Alors, juste pour terminer quand même, parce que ça c'est la première partie, après la deuxième partie c'est la partie roadshow et ensuite négociation closing. Ouais. Donc sur le roadshow, il y a toute la partie qui va être sélection d'investisseurs, définition de la stratégie de contact de ces investisseurs, mise en relation en direct ou pas, ou directement entre l'entrepreneur et l'investisseur sur ce sujet de levée de fonds, suivi du process et surtout s'assurer que tous les investisseurs avancent en même un rythme pour être capables de se positionner en même temps. Ok. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les term sheets, les LOI, qui sont les intentions d'investissement des investisseurs, qui doivent définir les contours du futur pacte d'actionnaires, dans lequel on parle de valorisation, de clauses juridiques, etc. Là, on va accompagner l'entrepreneur dans le choix du meilleur investisseur et dans la négociation de ces termes, Ok. donc, le plus précisément possible pour que la rédaction du pacte ne soit qu'une problématique administrative. Toujours dans cette posture de conseil, hein. C'est pas toi qui vas gérer en direct les négociations. Alors, non seulement je peux préparer les négociations, Ouais. ça va dépendre aussi encore, ça dépend des dossiers, ça dépend de l'entrepreneur, ça dépend des investisseurs. Mais je peux préparer la négociation ou je peux être en pur coaching à côté du dirigeant pour l'accompagner dans cette discussion.
En tout cas, il a à côté de lui quelqu'un qui connaît le marché, le market practice, et capable surtout de lui expliquer quel est l'impact pour lui, pour sa société, de ces différentes choses. Mais à la fin, c'est l'entrepreneur qui choisit avec qui il veut travailler, avec qui il veut s'associer, concrètement, qui décide des arbitrages éventuels à faire sur les différentes clauses ou la valorisation. Et c'est en aucun cas ma société. Donc oui, ce sera toujours le dirigeant qui décide. Et pour tous les autres dirigeants que j'ai accompagnés aujourd'hui, généralement, ils savent assez bien ce qu'ils veulent. Ok. Donc, du coup, j'ai oublié la deuxième partie de la question, c'était quel type d'entrepreneur, c'est ça? Ouais, non, justement, là, sur la première partie, on va revenir sur toutes les composantes de deal making, mais avant de passer à ce point-là, le modèle économique, c'est une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent. Comment ça fonctionne? En tout cas chez vous. Ouais, alors le modèle économique, c'est un modèle de marché, toujours hérité, je pense, de la partie banque d'affaires. Donc en fait, tu as un forfait d'engagement pour commencer à travailler qui va représenter entre 5 et 10% de notre rémunération globale. D'accord. Et ensuite, on est payé au variable sur un montant, généralement de manière standard, 5% du montant levé par la société. D'accord. Donc concrètement, si elle ne lève pas, je ne suis pas rémunéré. Exactement, donc ROI pur au succès. Ouais. Est-ce que maintenant on va peut-être rentrer un peu dans le détail, je reviens sur ma question d'avant, donc tu sources, aides l'entrepreneur à constituer sa base de données, son business plan, son deck, etc. Tu vas l'accompagner dans les négociations jusqu'à ce que le deal soit effectué. Est-ce que tu penses que dans tout ce travail que tu vas effectuer pour l'entrepreneur, il y a un ROI sur le moyen long terme? C'est-à-dire qu'au-delà même de la réussite de la levée de fonds, Très bonne question. Est-ce que tu peux le mesurer et est-ce que c'est quelque chose que tu vends aussi aux entrepreneurs avec qui tu bosses? Alors, la réponse à cette question est oui, je pense profondément. Mais est-ce que je sais le vendre aux entrepreneurs? Pas forcément. D'accord, explique-nous. Aujourd'hui, la principale raison ou valeur perçue de passer par un lever, et je pense encore une fois c'est un héritage de l'histoire, c'est l'accès au réseau d'investisseurs. Ok. C'est faux. Ouais, on se dit, c'est le carnet d'adresses. C'est faux. C'est un peu, c'est pas complètement faux dans le sens où ça va aller beaucoup plus vite pour identifier les bons investisseurs, etc. C'est surtout la connaissance de ce réseau-là qui est intéressante. Mais la vraie valeur, pour moi, c'est une valeur long terme. C'est-à-dire que concrètement, ce que je disais tout à l'heure, ce travail qu'on fait à l'occasion d'une levée de fonds, c'est un travail qu'on ne fait pas souvent dans la vie d'une société. On l'a fait généralement en fait, à chaque tour. C'est un audit stratégique finalement. Ouais, qui est une forme d'introspection de l'entrepreneur sur ce qu'il a fait jusque-là, sur est-ce que la vision initiale est toujours la même, comment elle a évolué, où est-ce qu'il veut aller et comment il ajuste finalement cette vision par rapport à ce qu'il a appris de son marché et de l'écosystème global. Et ensuite derrière effectivement c'est combien je demande et qu'est-ce que je veux en faire et quelle va être ma capacité moi entrepreneur à passer de dirigeant d'une start-up de 10, 20 salariés, 30 à patron d'une boîte qui est dans plusieurs pays avec des centaines de people en tout cas. Ouais. Et ça n'a rien à voir. C'est pas le même business, c'est pas le même travail. Et ça, il faut s'y préparer quand tu es entrepreneur. Et les levées de fonds sont des moments clés où tu gagnes en maturité sur ta société et sur ton business. Ok. Tu as déjà eu des retours d'entrepreneurs avec qui tu as bossé, que tu as accompagné, qui ont levé des fonds et qui, 3, 6 mois, 1 an après, te font cette typologie de retour? Oui, alors généralement ils le font. Ou même te rappellent direct, tout de suite après quoi. D'accord. Ils te le disent pendant. En fait, c'est marrant parce que du coup, cette proposition de valeur elle est peu ressentie au tout départ, mais dès que tu commences le travail avec eux, ils se rendent compte en fait de l'impact que tu as à poser les bonnes questions, à les challenger, à les pousser dans leur retranchement en fait pour qu'ils aillent chercher les réponses à des questions qui ne sont pas forcément évidentes ou sur lesquelles ils n'avaient jamais pris le temps en fait de se poser. Et avec un regard complètement externe. On n'est pas des génies. Hein. C'est juste que nous, on est externe à la société, on a vu plein d'autres choses et on est désaffecté en fait par rapport à ce business-là, par rapport à l'entrepreneur. Le côté passe-plat, on en parlait un petit peu avant l'interview, qui est un peu un cliché évidemment péjoratif et négatif. Tu le ressens aujourd'hui? Parce que là, tu disais au début, voilà, il y a peut-être un peu une forme d'appréhension ou de non-connaissance de ton métier. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, ce cliché Alors déjà, je pense qu'il est vrai dans certains cas. D'accord. Ok. C'est-à-dire qu'il y a clairement aujourd'hui sur le marché, aujourd'hui il y a énormément de levers au sens large. Tu as des grosses boutiques, des petites boutiques, il y a de plus en plus d'indépendants. Des banques d'affaires, énormément d'indépendants avec des qualités très variables. Okay. Des gens très bons et d'autres beaucoup moins bons. Et après, il y a la question de l'infrastructure derrière pour soutenir tout ça, mais c'est encore un autre sujet. Le côté passe-plat, c'est ça peut arriver. Et
plus en fait on est dans le bas du marché sur des petites levées, plus c'est souvent le cas en réalité. Et d'ailleurs, tu pourras remarquer que de plus en plus, ce côté place-plat est structuré par des plateformes qui sont capables de broadcaster en fait du deck à des tonnes de business angels, d'investisseurs, etc. Exact. Donc je pense que ça va finir par disparaître parce que c'est en train de se structurer, mais ça existe quand même encore un petit peu. Ouais. Et après, c'est un cliché qui est exploité par ceux qui, en gros, ne voient pas l'intérêt de l'intermédiation dans ce business. Et je comprends. En fait, je pense que notre métier apporte des choses à certains et rend le travail de certains autres plus compliqué que ce qui pourrait être sur nous. Compris. En l'occurrence, enfin, soyons clairs, aujourd'hui, tu as de plus en plus de compétition sur les deals. En fait, les investisseurs se focalisent sur les mêmes deals. Donc, tu as des tours qui se font avec des valeurs très très élevées sur un petit nombre de startups. Ouais. Et après, tu as le reste qui est moins standardisé par rapport à l'attente des VC aujourd'hui, eux sont dans un process normal en fait, de levée de fonds. Ça ne veut pas dire que ces boîtes sont moins bonnes. Non, ça veut dire qu'elles sont moins bien packagées, ouais. En tout cas qu'elles sont moins standardisées par rapport aux attentes des VC. Et en fait, tout le jeu, et en particulier depuis le Covid, ça s'est encore accentué, moi je trouve, pour les investisseurs, c'est évidemment de préempter les tours, et d'arriver très tôt dans la discussion avec ces targets-là pour rentrer et éviter que tout le marché les voit, à savoir tous les investisseurs. Parce qu'il y a de la compétition entre les investisseurs. Tu fais le lien, c'est assez décousu, mais tu fais le lien avec une des questions que je vais te poser un peu plus tard, qui est une question de félicité sur, aujourd'hui, l'écosystème VC, il est de plus en plus concurrentiel, ça tout le monde le sait. Est-ce que c'est la même chose justement pour ton écosystème à toi, plutôt celui d'intermédiaire, et comment tu réagis par rapport à ça? Alors, déjà, je pense que l'écosystème est de plus en plus concurrentiel de partout. C'est-à-dire que c'est de plus en plus concurrentiel pour les VC de rentrer sur les deals, les bons deals, en tout cas les deals de place. Les deals paillettes. Voilà. Mais même pas que. Enfin, les bons deals, tu as beaucoup de VC qui sont dessus, quoi. Oui, d'accord. C'est de plus en plus difficile pour les startups d'émerger face à toute la concurrence, puisque avant, une startup qui était sur un marché donné, avec un produit donné, qui targetait tel type de client, elle était en compétition avec les gens qui étaient sur des modèles assez proches. Ouais. Aujourd'hui, une startup qui rentre en contact avec un VC, et en particulier Tier 1, on va dire, Vanilla, elle est en compétition avec n'importe quelle autre boîte qui est dans le pipe à ce moment-là. Donc la compétition, elle devient forte et il y a de plus en plus de gens qui créent des sociétés. Donc la compétition pour les startups, elle est énorme. Et effectivement, pour la partie intermédiaire, on a de plus en plus de concurrents parce qu'il y a aussi un cliché qui consiste à dire que c'est un métier qui est ultra rémunérateur, qui finalement n'est pas si complexe que ça, parce qu'il suffit juste de mettre en relation des startups et des investisseurs, qu'il y a beaucoup d'investisseurs, qu'il y a beaucoup de startups, donc à la fin, pardon, je parle très vite, tu te mets au milieu, tu vas pouvoir prendre ta dîme au passage. Ouais. Okay. C'est une vision de voir le business qui n'est pas du tout la nôtre. Hein. Et à la limite, j'ai envie de te dire, si c'est ça la compétition qui s'accroît, j'ai pas de problème. Nous, ce qu'on essaye de faire, justement, c'est de se distinguer de ça, parce que ce qu'on veut faire, c'est devenir la référence sur la levée de fonds. Et pour faire ça, on a plusieurs choses. Premièrement, on essaie de changer un peu l'approche, d'être très transparent vis-à-vis des entrepreneurs sur qui on contacte, à qui on a parlé en termes d'investisseurs, les retours qu'ils nous ont donnés. Donc en permanence, on est dans le feedback auprès des entrepreneurs. Même quand il n'y a pas eu d'intérêt, on les a contactés, voilà ce qu'ils nous ont dit pour nourrir aussi leur réflexion. On essaie d'être le moins possible de faire barrage entre l'entrepreneur et l'investisseur. Qu'est-ce que tu entends par là? Typiquement, le plus tôt l'entrepreneur rencontre l'investisseur, le mieux c'est pour nous. Vous êtes systématiquement sur chaque call, chaque échange ou pas? Non, pas du tout. Ok. En fait, je n'ai pas besoin. J'aime bien au début y être pour pouvoir donner un feedback à l'entrepreneur. Mais sinon, non, pas du tout. Et je vais te dire, le moins j'interviens à ce moment-là, le mieux c'est pour les deux parties, je pense. Je pense aussi. Ouais. Après, il y a aussi, tu vois, et là je pense aux startups qui nous écoutent, il y a beaucoup de startups qui pensent que comme la valeur de l'intermédiaire, elle est principalement à ce moment-là, qui vont te demander d'intervenir à ce moment-là. Et nous, on a un gros travail de leur expliquer que c'est pas la valeur, en fait. La valeur, elle se situe pas à cet endroit-là. Ouais. Et par contre, on est toujours en back derrière pour débriefer avec eux, essayer de débriefer avec l'investisseur pour avoir un feedback aussi différent, puisque tu ne dis pas forcément la même chose à une startup que ce que tu peux dire à un lever. Clairement. Donc tout ça, ça a aussi de la valeur d'avoir des feedbacks supplémentaires. Et après, on a une approche qui est, on va dire, entrepreneuriale, dans le sens où on ne vend pas un actif financier, mais on vend un potentiel. Donc on essaie de le vendre de cette manière-là, réellement. Bon, je pense aussi tout le monde essaie de faire comme ça, hein, malgré tout. Et ensuite, on a tout l'apport de Roland Berger à ce qu'on fait nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous travaillez avec nous, c'est une structure, on va dire, qualitative. Vous avez 3 personnes qui travaillent sur le deal, que des seniors, quelle que soit la taille du deal. Ok. Même sur un seed. Même sur un seed. Ouais. Si on l'a pris, oui. Ouais.
Donc trois personnes, seniors, on fait appel aux partenaires ici qui connaissent parfaitement leur secteur pour avoir des visions un peu de tel ou tel secteur. Donc, je prends un sujet santé, je ne suis pas un expert de la santé, mais ici j'ai des partenaires qui connaissent le truc par cœur. Donc il y a une verticalisation même chez vous. Il y en a de plus en plus chez les VC. Ouais. Toi, dans ton équipe, tu Alors, vas pas dans l'équipe, mais j'ai la chance moi d'avoir accès à tous les partenaires dans Roland-Berger, cabinet de conseil en strat, qui eux sont sectorisés et verticalisés. Ok. Donc j'ai l'expertise disponible que je peux ramener. Et ensuite, les consultants qui vont travailler sur la partie production de la documentation, ce sont des consultants qui sont aguerris à l'exercice de la due deal, qui ont fait plusieurs due deals généralement dans le secteur de la startup qu'on accompagne, et qui vont apporter, en plus de leur expertise technique, une vision en plus marché et pouvoir challenger par rapport d'ailleurs à ce qu'attendent d'autres types d'investisseurs, tu me diras, mais plutôt private equity, growth, etc., où on a une analyse un peu différente et où que nous, on va apporter la vision plutôt venture. Je comprends. Ok. Très clair. Dernier point, Yes. hyper important sur la façon dont moi je vois le métier. On est entrepreneur side. Whatever, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que globalement, si mon entrepreneur préfère passer avec tel VC alors qu'on a un meilleur deal ailleurs techniquement, etc. Et moi, mon job, c'est de lui dire le deal est un peu moins bon, voilà l'écart et voilà ce que peut être l'impact à long terme sur ta société. Mais je ferai tout pour qu'il ait le deal qu'il veut. Mon seul KPI, à la fin, c'est pas mon chiffre d'affaires, etc. Oui, ça c'est le KPI interne, etc. Mais moi, personnellement, mon seul KPI, c'est le niveau de satisfaction des entrepreneurs que j'accompagne. Tu es en train de me dire que tu as deux term sheets, pour faire simple un peu et vulgariser. Tu as deux term sheets, une à 50 millions près et l'autre à 30, avec un VC que tu connais parfaitement, qui a bonne réputation, qui va être pertinent sur le modèle, et l'autre qui l'est peut-être beaucoup moins. Tu peux et tu seras à même de conseiller ton entrepreneur et lui dire écoute, prends celle à 30, même si toi ça te fait naturellement moins de fees. Je donnerai mon avis, mais surtout, alors oui, c'est probablement ce que je conseillerais. Ok. Mais surtout, il y a même le cas inverse, qui est de dire, on va dire différemment. Si mon entrepreneur me dit c'est avec lui que je veux aller, même si j'ai un deal moins bon, etc. Moi, mon job, ça va être d'optimiser le deal avec cette personne-là. Ouais. Mais à aucun moment je lui ferai pression pour qu'il aille prendre un autre deal. Et si le deal à aller chercher il est plus compliqué et qu'il y a un risque de faire péter le deal qu'on a déjà avec quelqu'un d'autre, avec qui mon entrepreneur ne veut pas aller, je lui dirais attention, risque maximal, on a une belle term sheet, un bel investisseur, moi à ta place je prendrais ça, mais s'il me dit je le sens pas, je veux ça et je veux aller avec lui, je ferai tout ce qu'il me demande et je prendrai. Très clair. Voilà. Très clair. J'en profite parce qu'on parlait de marché et c'est une question que je voulais te poser et qu'on voit souvent dans les médias, etc. Le côté très franco-français, ça, tu dois l'avoir souvent aussi, je pense, de ton métier. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le cas déjà? C'est le cas sur la partie tel qu'il est pratiqué. C'est-à-dire que concrètement, effectivement, le côté leveur de fonds, héritage de la banque d'affaires, c'est un marché qui est assez français. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Je pense que c'est lié à l'essor de la tech en France qui, quand même, qui a eu du mal au début et qui a, d'un seul coup, s'est énormément accéléré et donc sur lequel il y a eu besoin en fait, d'avoir de l'accompagnement et où naturellement les banques d'AF un peu tech qui s'étaient montées d'ailleurs à l'époque de l'éclatement de la bulle en fait, ont commencé en fait à travailler sur ces sujets. Ok. En revanche, c'est pas du tout un truc qui est que français, ça existe partout dans le monde. C'est juste que c'est pas forcément sur le même modèle. Déjà, ils sont beaucoup moins en intermédiation, donc c'est un peu ce que nous reproche d'ailleurs souvent l'écosystème, c'est-à-dire que globalement, c'est souvent en shadow qu'ils opèrent, donc en back-office de l'entrepreneur. Ils vont beaucoup travailler la documentation, accompagner l'entrepreneur, le coacher, l'entraîner, etc. Donc le même travail que nous finalement. Mais ils vont beaucoup moins être dans la mise en relation parce qu'en fait, la mise en relation est une commodité. Typiquement, tu te mets aux États-Unis, trouver de l'argent, c'est facile. Ouais. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'argent disponible, beaucoup de business angels. Il y a beaucoup d'instituts personnalisés et il y a une culture du networking qui fait que c'est plus simple. En revanche, le travail de packaging de ton produit, qui est à savoir ta société, il est aussi important. Donc ces métiers-là existent et ils se rémunèrent de deux manières selon les pays, soit avec du fixe, sur un modèle plutôt de consulting traditionnel, soit avec de la même manière un forfait plus, alors quelque chose qui est un peu différent, par exemple le droit d'entrée au capital. Donc en action, c'était une question que je voulais te poser. Voire juste, même pas en action, juste le droit d'acheter, de rentrer sur le tour qui suit. Ok. Alors pourquoi? Parce que dans ces endroits-là, l'accès au capital est beaucoup plus compliqué parce que c'est extrêmement concurrentiel, encore plus qu'en France, pour les investisseurs et en particulier pour les business angels. Donc c'est un moyen aussi de rentrer sur des tours intéressants. Ok.
Donc, ta question c'était Non, mais pourquoi nous on fait pas ça? La question suivante, la première c'était vraiment sur le marché, le fait que l'intermédiation est elle ou non très franco-française. Non. Ça t'y a répondu. Mais donc, Sur ce modèle, oui. Sur ce modèle, oui. Une autre question, et une fois de plus c'est décousu, mais tant mieux, c'était une de mes questions. Le business model où tu te fais rémunérer en action, tu y as pensé? Non, parce qu'en fait, alors deux choses. Déjà, toi, tu es investisseur. Ouais. Si je te dis j'accompagne telle startup et by the way, sur le tour, moi je me rémunère et je prends, je sais pas, 5% du tour, je pense que déjà tu vas pas vraiment aimer. Donc, premièrement, ça risque de stresser la discussion avec l'investisseur, c'est le premier point. Donc, c'est contre-productif pour mon objectif, qui est que d'avoir le meilleur deal possible. Ouais. Deuxième point, ça me désaligne de l'entrepreneur. C'est-à-dire que concrètement, si moi je rentre en tant qu'investisseur au tour sur lequel je l'accompagne, Tu vas voir. je suis investisseur side. Ouais, t'es partie prenante. J'ai intérêt à négocier le meilleur deal possible pour l'investisseur et pas pour l'entrepreneur. Yes. Donc, pour moi, quelqu'un qui veut se rémunérer en action, red flag absolu, faut surtout pas y aller, quoi. Après, que toi, tu aies pris des parts dans la société sur un stade avant, dans le cadre d'un premier tour business angel, etc., et que tu accompagnes la société dans sa levée de fonds, je vais te dire, pourquoi pas. Là, tu te désalignes un tout petit peu parce que tu es plus proche des investisseurs historiques et que généralement sur des tours early, tu es vraiment très entrepreneur. Mais bon, généralement les intérêts sont plus alignés en tout cas. Ok, très clair. Faisons un petit, si tu veux bien, un petit focus sur la fin du process, plutôt la partie négo. Ouais. Ma question, elle est simple. Est-ce que tu es amené à faire monter les enchères? Est-ce que c'est ton rôle? Est-ce que ça dépend? C'est un cliché que je te cite. Alors déjà, généralement, je pense que les investisseurs s'en chargent à notre place. Ok. Ok. Donc en fait, il n'y a pas besoin de nous pour que les enchères montent. Il y a besoin de nous pour que l'information circule. Oui, tu peux la faire circuler intelligemment. Voilà, donc évidemment, on fait circuler l'information. Évidemment, quand j'ai quelqu'un qui bide là et que j'ai quelqu'un qui bide là, je vais dire, cette personne-là, je vais dire, non, tu y es pas. Ouais. Donc en fait, si tu veux rentrer, ne serait-ce qu'on évalue ton offre, il va falloir que tu montes un peu la valo, le montant, tu vois. Mais ça, c'est mon job d'intermédiaire. Et en l'occurrence, c'est assez marrant parce que je crois qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont frustrés de ce côté je fais monter les enchères. Mais en même temps, il y a une vertu, c'est que tu es aussi capable de pouvoir jouer. Alors que si tu ne le savais pas, potentiellement, tu es out du process. C'est vrai. Ouais. Et tu reviens jamais. Après, nous, on le fait de manière honnête. Déjà, je ne mens jamais. Parce que je trouve que c'est beaucoup trop risqué. Alors, peut-être que j'ai tort. Je ne sais pas si j'ai la vérité. J'essaie juste de faire le truc. Comme je me dis, c'est le mieux de le faire. Dans quelle situation tu pourrais être amené à mentir, à bluffer sur une term sheet à 45 millions? Il y en a qui le font. Tu penses? Oui, je suis sûr. Arrête. J'en suis sûr. Et non, je le fais pas parce que déjà, j'ai pas envie d'être pris là dans le sac, vraiment. Ouais, après, c'est ta réputation sur les prochaines années. Ouais, c'est un risque. C'est un risque important. Et je le prendrai jamais. Et ensuite, il y a le côté. En fait, je vais dire un truc, je suis sûr qu'il y en a qui le font parce que j'ai eu 2-3 discussions sur des deals avec des VC qui clairement pensaient que je bluffais, me le disaient, étaient très énervés à l'idée que je bluffe, alors qu'à aucun moment j'ai menti ou rien du tout. Et donc juste à la fin, je dis, ça s'est fait sans eux parce qu'ils refusaient même d'imaginer que j'étais pas en train de mentir. Concevoir que, ouais. Donc non, on essaie de faire le truc intelligemment et pour être honnête, dans un deal, tu as toujours une prime à l'investisseur qui a réussi à avoir la confiance de l'entrepreneur en fait, dans la discussion. Je comprends. Et ça joue énormément. Ok. Deuxième partie de la fin du process, donc ok, tu as les négos, donc tu te positionnes véritablement comme un coach de l'entrepreneur et puis tu peux endosser un peu la casquette pas de bad cop, mais c'est facile. Oui, clairement, oui, je prends les coups à la place de l'entrepreneur et ça c'est hyper important pour préserver la relation que tu peux avoir avec ton futur investisseur. Ouais, j'imagine. Là, on passe le step juste après, la levée de fonds se réalise, tout se passe bien. J'imagine qu'il y a forcément des échecs. Ouais. Ça arrive pour X raisons. Comment ça se gère ça? On n'en parle pas souvent. Ouais, on n'en parle pas souvent parce que personne n'a envie d'en parler, mais alors, déjà il y a échec et échec. Ton process de levée de fonds avec des VC peut ne pas aboutir. Tout l'objectif normalement, c'est de l'arrêter avant d'être allé au bout du process pour pas griller la société sur le marché. Tu as plein de solutions. La vraie question, c'est pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi tu n'arrives pas à attirer les bons investisseurs, ceux que tu voudrais, etc. Soit tu es trop tôt, c'est-à-dire que. Alors, soit c'est une problématique de marché. Et donc là, c'est les problèmes les plus compliqués. Parce qu'en fait, ça veut dire que soit le marché est pas. Soit tu as un besoin d'évangélisation sur le marché, donc il faut retravailler ta copie.
et que tu as un gros travail de conviction à faire, en tout cas de preuve à donner aux investisseurs de la taille, de l'évolution de cette taille de marché, où est-ce qu'il va et pourquoi on est bien positionné pour le prendre. Ouais, tu es sur un risk-reward qui est un équilibre qui n'est pas suffisamment intéressant pour convaincre le monde. Ouais, exactement. Parce que trop d'évangélisation, pas assez de métriques, j'imagine. Okay. Après, tu as des problématiques de métriques. Les problèmes de métriques, ça se gère en temporisant. Tu peux dire, OK, on revient. Ouais. Soit on a la surface financière pour aller au bout, aller chercher les bonnes métriques et revenir plus tard. Et donc, tu rentres dans un process un peu différent où tu vas avancer plus en transparence avec les investisseurs qui vont voir comment la boîte évolue. Soit tu fais un bridge intermédiaire pour aller chercher les métriques et ensuite faire la levée telle que tu l'imaginais, voire une meilleure levée d'ailleurs. Ok, donc ça c'est un semi-échec. Bah, le truc c'est qu'un échec est toujours temporel, c'est-à-dire que l'échec total c'est la boîte elle va au tapis. Ouais. Bon, ça veut dire que tu as tout essayé. Tu as essayé un bridge, tu as essayé de voir d'autres types d'investisseurs, il n'y a pas que les VC dans la vie, hein. Tu peux travailler sur le non dilutif, tu peux travailler avec des family office, avec des business angels, avec des industriels du secteur éventuellement, notamment sur des sujets un peu complexes industriels. Tu as tout fait, et ça c'est notre job. Hein. Notre job c'est de ne pas lâcher entrepreneur. On va aller au bout du truc, et même si c'est compliqué, et même si en fait je sais qu'à la fin ce deal ne sera pas hyper rentable pour moi parce que ça ne marche pas comme je voulais. Encore une fois, mon seul KPI c'est il faut que mon entrepreneur, j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'il puisse avancer dans sa boîte. Si tout ça ne marche pas, la boîte elle va au tapis, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est pas non plus des magiciens. Une boîte qui a plus de trésor, sur un marché qui finalement s'est rendu compte pour une raison X ou Y que ça ne marchait pas, etc., on ne peut pas la sauver, quoi. Bien sûr. Alors, la vraie question, c'est pourquoi on a pris cette société pour l'accompagner. Là, tu considères que tu as mal fait ton boulot. Vous vous êtes planté sur le picking, du coup? Ouais. Ou simplement. Je pense que quand ça arrive, c'est à ce point-là, c'est une erreur de sourcing, ne serait-ce que parce que ça veut dire que concrètement, la boîte était trop fragile en termes de trésor et qu'elle n'allait pas tenir un éventuel process un peu compliqué. Donc c'est quand même hyper important de s'assurer que la société a suffisamment de visibilité pour tenir la durée du process, surtout s'il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu. Ok, très clair. Inversement, sur un succès, tu fais le seed, est-ce que tu vas automatiquement faire la A ou pas forcément? Est-ce qu'il y a une stratégie par rapport à ça? Alors c'est un peu tôt pour nous pour le dire parce que ça fait que 2 ans qu'on est rentré sur le marché. Alors évidemment c'est l'objectif. Clairement, c'est de suivre l'entrepreneur. Donc, d'où l'objectif aussi d'avoir des entrepreneurs extrêmement satisfaits de ce que tu as pu faire pour eux. Et après, tu as des enjeux de marketing aussi pour nous, Lover, de dire voilà, on a fait la série A et donc, du coup, est-ce qu'on est capable de faire la série B? Parce que dans la réalité, alors en particulier pour nous, chez Tech Venture, avec l'adossement Roland Berger, en fait, une série B est presque plus simple pour nous qu'une série A. Parce que plus j'ai de chiffres, plus j'ai de données et d'historique, plus je vais être capable de vendre une société et avec des preuves et de faire les analyses qui vont bien et de backer en fait l'intérêt de cet investissement et donc la thèse de l'investisseur en face. Et moins j'ai de chiffres, plus je suis dans un exercice de conviction, presque marketing de la société. Ok. Donc oui, l'objectif c'est de remonter, de suivre sur ces tours-là. Après, il faut que tu arrives toi à être perçu comme quelqu'un qui est capable de faire les différents niveaux de maturité. Ouais, exactement. Parce que c'est presque un métier différent de faire préparer un entrepreneur en seed à une série, j'imagine que… D'où la raison pour laquelle nous aujourd'hui on se positionne quand même que sur des levées supérieures à 3 millions d'euros et idéalement plutôt des séries A. Le seed est plutôt c'est pas du tout la norme, quoi. C'est assez rare, c'est souvent parce qu'on croit énormément à la boîte et parce qu'on a eu un très bon feeling aussi avec les entrepreneurs. Il y a aussi de l'attitude personnelle qui joue dans le choix évidemment des entrepreneurs qu'on accompagne. 2 dernières questions. La première c'est plutôt une partie on va dire anecdote et on ne demande surtout pas de citer des gens mais plutôt si tu as une histoire sur le sujet. Récemment on parlait écrit un petit article qui s'intitule « Dire non à un entrepreneur ». La question de ta relation avec les VC, est-ce que tu as des anecdotes sur le fait d'avoir des VC qui vont très rapidement te dire non et refermer la porte ou te faire perdre du temps, faire 2, 3, 4, 5 meetings? Cette relation-là, elle est particulière. Tu le sais, non? Tu commences à le sentir si un VC s'y intéresse ou regarde par politesse. Enfin, comment tu gères ça?
J'ai pas beaucoup le cas de je regarde par politesse ou non. Donc, moi, j'adore ceux qui sont directs et qui disent non. Et idéalement, j'aime bien ceux qui me disent non. Pourquoi? Parce que malgré tout, le problématique de votre métier, c'est que vous êtes tellement sollicité que c'est quand même très difficile de rentrer dans des dossiers à fond en fait sur la première phase en fait d'analyse du dossier. Et de temps en temps, heureusement rarement, il y a des trucs qui sont mal compris sur les fondamentaux en fait du marché. Donc on va dire que dans 90% des cas, 98% des cas, les noms sont. Moi j'adore, on me dit non, j'enlève de mon pipe, ça me permet d'avancer, etc. Dans 2% des noms, je réargumente dessus et j'obtiens un rendez-vous généralement à ce moment-là, parce que ça veut dire qu'il y a eu un contresens. Après, la vraie question, c'est une fois qu'il y a eu le premier meeting, qui est un premier meeting de. On va creuser un petit peu, mais surtout je veux voir l'entrepreneur, parce que c'est bien un dossier, mais c'est pas du tout là-dessus que je vais investir. De la même manière, en fait, à chaque tour, ce qui a beaucoup de valeur pour nous comme pour les entrepreneurs, c'est de dire non, vite. On sait que sur un process, tu vas avoir une majorité de non. C'est juste la loi normale, le truc. Donc, le plus vite ces noms arrivent et sont évacués, le plus vite on peut se concentrer sur les investisseurs qui ont un vrai intérêt pour le dossier et où on va pouvoir creuser les choses et avancer dans l'analyse. Donc, le nom est super. Tu apprécies, bon, j'imagine que oui, mais tu apprécies le nom où on te donne comme simple raison, tu te doutes bien que c'est le cas, ok, j'ai peut-être pas le fit avec l'entrepreneur tout simplement. Tu apprécies cette transparence parce qu'elle est dure à dire. Alors, nous la chance qu'on a, c'est qu'en tant qu'intermédiaire, on a aussi des retours qui sont plus objectifs, souvent parce qu'effectivement, tu as raison. Il y a quand même la tentation du VC de dire non, hyper poliment et sans dire le fond des raisons, etc. Parce qu'on ne sait jamais si le truc cartonne. C'est ça dont je parle. C'est exactement d'avoir dit un truc que je regretterais après. Demain, tu as une place, t'as Sequoia qui rentre, il reste une petite place de 3 millions, ça peut faire changer j'imagine. Bon, c'est un peu le jeu. Après, honnêtement, moi j'ai des relations avec les investisseurs où je pense honnêtement que j'ai dans 80% des cas des réponses honnêtes. Vu les réponses que j'ai, je pense qu'elles sont honnêtes. Effectivement, parfois très dures, notamment quand c'est sur des sujets personnels des entrepreneurs, mais qui sont honnêtement. Je pense qu'avec un peu de recul, même les entrepreneurs en fait, devraient les prendre avec beaucoup de valeur. C'est prendre celles qui ont le plus de valeur en fait. Parce que la perception que peut avoir un investisseur de la personnalité ou de la façon de travailler tel entrepreneur, ça peut être celle d'un client. Et surtout le plus gros travail d'entrepreneur, c'est le travail qu'il va faire sur lui en fait. Donc en vrai, c'est des feedbacks qui ont énormément de valeur. Tu vois, si tu me dis, franchement, on adore la boîte, on pense que le marché il est énorme, l'exécution elle est topissime, bravo pour les métriques, etc. On a que des trucs, mais franchement, le mec. On ne croit pas qu'il a les reins, on ne le sent pas, ou je ne sais quoi, etc. C'est important de savoir. Et en fait, ce qui est vraiment important de savoir, de comprendre, c'est qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui a déclenché vous avez eu cette perception de cette personne. Est-ce que c'est une réalité d'ailleurs, ou est-ce que c'est qu'une perception? Si c'est une réalité, on a un vrai problème. Si c'est qu'une perception, il faut travailler dessus. Et après, par contre, sur cette partie-là, parce que si tu me lances sur le côté vraiment personnel en fait, du dirigeant de la société, il y a plein de billets aussi. Alors, quand c'est des biais de pur interperso, c'est le jeu. Tu vois. Quand c'est des biais sur le sexe, sur l'âge et sur ce genre de choses, pour le coup, ça peut être assez frustrant parce que déjà, c'est des choses sur le contre, tu peux rien, toi. T'es une femme, t'es un homme, t'es un homme. Je sais pas, t'as 50 ans, t'as 50 ans. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de formatage et de, tu vois, t'as l'entrepreneur à succès type, quoi. Le mec a 30 ans, il a probablement déjà monté une boîte avant qu'il a planté ou pas d'ailleurs. Il est associé à quelqu'un d'autre qui est aussi pareil, 30 ans, machin, etc. C'est 2 hommes. Et ça cartonne, ça va faire une super boîte, tu vois. Quand c'est une femme, je dis de vécu, hein, quand la femme est ambitieuse, on va te dire elle a les dents qui règlent le parquet, alors qu'on dirait jamais ça du mec, on dirait il est ambitieux. C'est des petites choses comme ça qui sont assez désagréables en fait. En tout cas, pour moi, je suis hyper content de faire ce métier aussi pour ça, pour essayer d'éliminer tous ces biais-là et de défendre. Mais tu les ressens. Je les ressens. Sur l'âge aussi. Sur l'âge, c'est mythique quand même. Quand on te dit, on ne sait pas s'il va avoir la niaque. Parce que du coup, comme il a 50 ans, il va pas avoir la niaque. Alors, oui, tu as raison. Il a 50 ans, il a une vie, il a de l'expérience. Il n'est pas aussi foufou qu'un mec de 25 ans qui part à balle, qui en a rien à faire, qui est payé par, qui est chez ses parents peut-être, qui n'a pas besoin de se payer, etc. Il y a moins de risques à prendre. Moins de risques, je suis pas. Entre guillemets. Sauf que le mec de 50 ans, il a probablement pris beaucoup plus de risques
pour monter sa boîte. Évidemment. Que globalement, il est beaucoup plus mature. Donc, quand bien même, il va gérer différemment. Donc, ça peut être un vrai avantage. Ça peut être un risque, hein, mais ça peut être un avantage. Et si le sujet de l'âge, c'est franchement, est-ce que dans 5 ans, 8 ans, 10 ans, il sera toujours au top du game pour développer sa boîte, etc. J'ai envie de te dire, sur le papier, il sera probablement plus à même de gérer une boîte de 2000 personnes qu'un mec de 27 ans, sur le papier en tout cas. Et en plus de ça, s'il ne fait pas le job, ce sera probablement beaucoup plus simple de le remplacer comme CEO et qu'il laisse sa place à un CEO parce qu'il y a beaucoup moins de sujets d'ego, généralement hein, de ce que j'ai pu voir en tout cas sur des entrepreneurs plus âgés qui ont de l'expérience. Ouais, donc ces biais, ils sont existants, c'est une réalité. Oui. Et là, on vient de parler du dire non à un VC qui dit non à un intermédiaire. Est-ce que tu as déjà eu le cas contraire et comment tu le gères? On n'avait pas prévu cette question, mais bon, je la trouve. En tout cas, elle m'intéresse à titre perso. Est-ce que tu as déjà eu un entrepreneur qui a rencontré tel investisseur de la place et qui te dit je ne veux pas bosser avec lui, j'ai pas le fit? Sur chaque dossier. C'est toi qui gères ça du coup? Parce que bah oui, je relance pas, je fais rien, je laisse mourir le truc. Ok, et tu as déjà eu si l'investisseur me demande, je dirais je suis désolé, mais c'est pas passé quoi. C'est déjà arrivé? Ouais. J'arrivais, il n'y a pas eu de fit, inversement, où mon entrepreneur entre guillemets ne veut pas bosser avec vous. Mais en fait, alors pourquoi en fait un entrepreneur ne veut pas bosser avec un investisseur? Alors tu as plusieurs raisons. Il a fait sa due deal auprès des participations d'investisseurs et il a eu des retours très, très négatifs. Ok. Bon, ça arrive. Alors ça, c'est plutôt en fin de process, hein, mais tu peux nous donner des noms? Non. Je plaisante. Donc ça, alors, quand je dis investisseur, évidemment, c'est pas une marque VC, c'est généralement une personne. Personnel, en fait, ensuite, il y a dans la façon dont l'étude du dossier a été réalisée, la vitesse. Enfin, franchement, un investisseur qui se positionne vite, qui fait une analyse faire dure parfois, mais faire et dans lequel tu avances et qui creuse les trucs, etc., mais qui va vite et ça a un effet sur l'entrepreneur, moi je trouve, qui est incroyable. C'est pour le faire adhérer, etc. L'investisseur je pense que le pire, la problématique, c'est souvent quand tu ne comprends pas le marché, que tu ne connais pas, qu'il y a un marché un peu technique, etc., que tu veux quand même prendre le dossier parce qu'il y a les bonnes métriques, etc., et qu'en fait, dans la discussion, l'entrepreneur se rend compte qu'en fait, il a en face de lui quelqu'un qui ne rien, quoi. Okay. Donc là, typiquement, ça peut être, en vrai, alors, est-ce qu'on dit non absolument? Pas forcément. Parfois, tu le gardes en disant on va quand même avancer parce que moi, ce que je conseille à un entrepreneur, c'est écoute, ok, tu as un mauvais fit, mais on continue d'avancer, tu sais pas où tu vas aller, c'est bien d'avoir aussi un bac, et puis peut-être qu'en fait, c'est un a priori et que votre relation va évoluer, parce que j'ai aussi eu des cas avec des entrepreneurs qui, au premier meeting, détestent l'investisseur qu'ils ont en face, et en fait, au troisième meeting, ils sont amoureux du mec, quoi. Donc, il faut aussi savoir, faut aussi savoir, et ça marche dans les deux sens, hein, d'ailleurs. Donc voilà, il faut rester un peu ouvert, etc. Mais oui, ça a un impact, c'est un impact très fort. Et en fait, l'impact le plus fort, il est au moment du choix, quand tu as plusieurs term sheets entre les différents investisseurs. La façon, et pire que ça, c'est que le comportement de l'investisseur, c'est jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai eu le cas sur un roadshow où franchement l'investisseur hyper smart, qui a bien géré la psychologie de l'entrepreneur, qui a réussi vraiment à créer un lien avec l'entrepreneur très rapidement dans la durée, et juste sur la fin du roadshow. Sur un ego? Au moment où on rentre un peu dans le dur, là ça a complètement explosé. Ça c'est pas du tout consistant avec tout ce qui s'était passé avant, et l'entrepreneur s'est complètement désaucé et clairement il voulait pas y aller, quoi. Ok, écoute, très clair, c'est intéressant d'avoir aussi l'envers du décor dont on ne parle pas souvent. Dernière question pour conclure, c'est une question très large pour ouvrir le sujet. Quelle est ta vision de ce métier de demain, ton métier de demain, le métier d'intermédiaire? Très bonne question aussi. Alors déjà, je pense que c'est un métier qui a de l'avenir, parce que les indicateurs en fait de tendance sont plutôt très bons, notamment en termes de compétition, et je dis encore une fois une standardisation de la vision des investisseurs qui fait que il va y avoir un besoin d'aider les entrepreneurs à bien packager leur boîte, de la même manière que quand tu as un produit, tu as un directeur marketing pour t'aider à packager le produit, c'est pareil. Donc je pense qu'il y a vraiment ce travail-là qui va continuer d'exister. À côté de ça, je te coupe, pardonne-moi de te couper, mais quand tu vois des acteurs, sans être dans le cliché américain, qui arrivent et qui en 2 semaines ont déjà fait ou en 10 jours parfois ont déjà fait une term sheet, etc. Tu n'as même pas le temps t'as l'impression que tu n'as même plus besoin de ce travail marketing. Alors c'est des cas particuliers, mais… En fait, non. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de la partie process
du roadshow, donc la partie, le roadshow lui-même. Par contre, tout le travail de préparation, Il est déjà fait en amont. il est fait en amont. C'est pour ça que les mecs sont capables de se positionner très vite. C'est que l'entrepreneur a convaincu très rapidement, qu'il avait bien présenté les métriques, qu'il avait les réponses aux questions, etc. Donc la préparation d'entrepreneur, elle est clé, quel que soit le process. Je comprends. Et d'ailleurs, tu as raison, mais c'est assez marrant parce que tu as aussi des entrepreneurs. Moi, j'ai des cas d'entrepreneurs qui te disent désolé, moi je ne prends pas de lever parce que tu comprends, j'ai tel VC américain de grand nom, un Sequoia ou un DST ou je ne sais quoi, qui vient en France pour me voir. J'ai eu déjà plusieurs collègues, ils sont à fond, etc. Parce que maintenant, tu as une myriade aussi d'analyses, de jeunes qui passent leur journée à faire des calls. Et donc, un entrepreneur, j'imagine qu'il peut venir te voir et dire attends, moi je suis déjà en contact avec Insight, avec qui tu veux. Oui. Tu leur dis quoi? Alors, déjà, s'ils ont vu toute la Terre, moi c'est un dossier qui ne m'intéresse pas parce qu'il est biaisé. Ok. Excuse-moi, je détourne un peu de la question initiale. Non, mais c'est pas grave, c'est hyper intéressant. C'est biaisé et d'ailleurs, nous, ce qu'on conseille aux entrepreneurs, je suis désolé, ça ne va pas dans votre sens, c'est de vraiment maîtriser le niveau d'information qu'ils donnent gratuitement à des analystes qui les appellent pour faire leur veille. On leur explique bien qu'effectivement, il y a des analystes qui, en gros, screenent le marché, récupèrent de la data, les logent dans le CRM pour ensuite pouvoir reconstituer la vidéo, le machin, etc. Sauf que les entrepreneurs sont souvent pris au dépourvu dans cet exercice-là, sont mal préparés en fait, et disent des choses soit qu'ils n'ont pas envie de dire, soit même parfois qui sont même pas vraiment vraies, parce que c'est mal préparé. Et ça, pour nous, c'est l'horreur parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui a été dit avant, et en fait, et vous, votre premier réflexe quand vous recevez un dossier, c'est regarder dans le CRM les autres interactions qu'il y a eu et ce qu'il y en est sorti. Donc ça, il faut vraiment le maîtriser et on conseille de manière générale d'avoir des relations avec des investisseurs en avance, en amont d'une levée de fonds, quand on parle à un partenaire qui donne de son temps et si la discussion est à double sens, c'est-à-dire que pour l'entrepreneur, tu as aussi des insights sur ton marché, des mises en relation, etc. Donc il faut que ce soit, tu donnes de l'info, mais tu reçois des choses qui te permettent de développer ta boîte. Sinon, il n'y a pas aucune raison en réalité. Mais honnêtement, on conseille en amont, et ça c'est plutôt d'ailleurs pour du seed, peut-être un peu série A, mais dès que tu dépasses ce stade, tu prépares ta levée, quoi. Après, ça ne s'improvise pas. Ouais. Ça, c'était la dernière question. C'était la dernière question et on était sur le futur du métier. Ah oui, et alors, il y a une tendance qui est assez importante aussi, je pense, par rapport au futur de notre métier, c'est qu'on voit aujourd'hui le VC a tendance à monter vers le growth, le private equity descend vers le growth, et en fait, tu commences à avoir un overlap sur certains dossiers, sur des gros dossiers pour l'instant, mais honnêtement, le PE growth commence à descendre très très bas. Ouais. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. Effectivement. Qui fait que, et c'est des gens qui ont l'habitude de l'intermédiation. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça que là encore une fois, et je pense, et qui ont beaucoup plus d'argent que les investisseurs d'ici. Donc je ne sais pas comment à la fin ça va jouer, mais disons que c'est une tendance qui moi me semble plutôt en faveur de notre métier. Et après, par contre, notre métier risque d'évoluer. C'est-à-dire que je crois quand même beaucoup au travail amont, au travail sur l'offre, sur la société, avec le dirigeant pour vraiment remettre la boîte vraiment au carré à ce moment-là, réfléchir à c'est quoi les grands enjeux stratégiques des prochains 18 mois, sur quoi je dois travailler et en fait avoir un discours d'honnêteté lucide quand tu vas rencontrer des investisseurs. Ça c'est un vrai travail qui continuera d'exister. Par contre, sur la partie front investisseur, je pense que de plus en plus il va se faire en fait en back, en tout cas jusqu'à la série B. Ok. Très clair. Écoute, Emmanuel, je te remercie. Je sais que tu as un podcast aussi, donc là, ma toute dernière question ne va pas t'étonner et je la pose régulièrement. Selon toi, dans ce milieu et dans ton écosystème, tu me conseillerais d'échanger avec qui pour compléter un peu notre échange et peut-être aller plus loin ou aller voir quelqu'un qui a un format un peu différent ou un mindset différent? Je ne t'ai pas posé la question avant, mais si tu penses à quelqu'un, n'hésite pas. Alors, ça ne va pas du tout sur la même thématique, mais si tu arrives, moi je suis super chaud, si tu arrives à faire venir Robin de Jelly Smack et l'interroger, je pense que c'est hyper intéressant parce que Jelly Smack c'est un énorme success story qui vient de lever avec SoftBank et il communique quasi pas, il y a très peu d'infos, la boîte elle a 4 ans. Ok. Et moi je serais quand même hyper curieux s'il était capable de nous raconter un peu l'évolution de la boîte, comment il a fait pour scaler aussi rapidement en France, aux US, etc. Je pense qu'il y a des enseignements très forts parce que des succès comme ça, aussi vite en France, à ma connaissance, il n'y en a pas eu beaucoup, quoi. Ok, top. Écoute, je le contacterai. Merci pour ton temps et puis à très vite. N'hésitez pas à nous poser vos questions, on y répondra.